Salut, c'est Bernard NG de Devcast et dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer les nouvelles fonctionnalités de la version 7.2 de Symfony. On se rend sur le blog Living on the Edge et on choisit 7.2 pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Commençons donc par les stateless CSRF. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez la protection CSRF de Symfony, les tokens sont stockés dans la session de l'utilisateur. Ce qui fait que si cette session expire, par définition, les tokens aussi expirent. Imaginez qu'un utilisateur complète un très long formulaire et que sa session expire. Le token sera invalide, il sera donc obligé de recommencer la complétion de ce formulaire-là. Alors pour éviter ce genre de soucis et pour faciliter la mise en cache de certaines pages, plutôt qu'utiliser la session qui est gérée côté backend, on va plutôt utiliser les cookies et les headers HTTP pour gérer les tokens. Ici, on a un exemple submit et on peut préciser que tous les tokens qui ont l'ID submit seront des tokens stateless. Vous avez la même chose pour Authenticate et vous avez la même chose pour Logout. Donc, ces tokens-là ne vont pas utiliser la session pour la validation. Ils vont plutôt se baser sur les cookies et les headers HTTP. C'est bien décrit dans l'article. Dans la nouvelle version des Symfony, les secrets seront optionnels. Aujourd'hui, lorsque vous créez votre application, dans le fichier .inv qui est versionné, je vous rappelle, il y a une variable app-secret. On s'est aussi rendu compte que généralement, on ne change pas cette variable-là et parfois, elle se retrouve en production, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Il faut aussi savoir que cette variable app-secret est optionnelle si vous n'utilisez pas les fonctionnalités comme login link, remember me ou encore le rates limiter. Voilà pourquoi dans les nouvelles versions de Symfony, elle sera vide par défaut et vous serez obligé de la préciser uniquement si vous l'utilisez. Et d'ailleurs, elle ne sera plus générée dans le fichier .inv, mais plutôt dans le fichier .inv.dev qui n'est pas versionné. Et ça, c'est plutôt intéressant en termes de sécurité si jamais vous oubliez de changer la valeur de cette variable-là lorsque vous déployez votre application. Il sera aussi facile de configurer les proxys de confiance. Si vous utilisez un reverse proxy ou un load balancer, il y a de très fortes chances que l'adresse IP de ce reverse proxy ou de ce load balancer change constamment. Et généralement, c'est dans un réseau privé. Alors, il y a un nouveau raccourci qui sera utilisé pour faciliter la configuration de ces proxys-là. Vous pouvez utiliser le private subnet pour préciser que vous faites confiance à toutes les adresses IP qui sont dans le même réseau privé. Avant, pour configurer les proxys, on passait par la configuration et c'est vous-même qui étiez obligé de préciser vos variables d'environnement. Dans cette nouvelle version, Symfony introduit des nouvelles variables d'environnement qui vont avoir le même comportement que la configuration. Ça peut être intéressant si votre configuration change d'environnement en environnement ou si c'est quelque chose que vous voulez contrôler autrement. Des améliorations côté templating, il était déjà possible dans les versions précédentes de rendre un fichier statique sans créer un contrôleur. Il suffisait de préciser l'URL ou la route évidemment et le contrôleur par défaut template controller qui permettait de rendre un template sans que vous puissiez créer vous-même un contrôleur. La limitation avec cette approche-là, il n'était pas possible de définir des headers HTTP à l'époque. Avec 7.2, il sera possible d'ajouter des custom headers lorsque vous rendez un template statique. Autre chose, dans les versions précédentes, il était déjà possible de rendre uniquement un bloc qui se trouve dans un template. Il sera aussi possible de le faire avec l'attribut template que vous pouvez voir là. Cet attribut fonctionne simplement. Plutôt que d'utiliser la méthode render, vous pouvez utiliser l'attribut template au-dessus de la fonction. La seule condition, c'est que cette fonction, elle doit retourner un tableau et ce tableau-là, c'est les variables qui seront utilisées dans le template. Si vous utilisez des applications en console ou si vous créez des commandes personnalisées, il faut savoir qu'il y a maintenant un nouveau niveau de verbosité qui est le niveau silent. Avant, on avait le niveau quiet qui supprimait tous les outputs de la commande et qui permettait juste d'avoir des logs par exemple. Et maintenant, vous avez silent qui va supprimer même les erreurs si jamais il y en a. Donc, ça peut être intéressant si vous faites une intégration avec des outils qui attendent la sortie de la console sur certains formats, par exemple ici du JSON.
éviter qu'il y ait voilà, des erreurs qui ne respectent pas justement le format JSON lors de la sortie. Ça peut être intéressant pour vous. Dans cette nouvelle version, Symfony a décidé de supporter nativement le composant ou encore la librairie Jolly Notif qui permet d'envoyer des notifications desktop. Donc, il suffit d'installer le bridge pour le notifier et vous pourrez renvoyer des notifications qui s'affichent directement sur la machine ou encore l'ordinateur de votre client. Des nouveaux attributs ont été introduits. Vous avez l'attribut when_not qui est le contraire de l'attribut when. Lorsque vous définissez un service, vous pouvez préciser que ce service est activé uniquement lorsqu'on est en environnement de développement. Avec l'attribut when_not, il sera possible de préciser l'inverse. Ça veut dire que cette classe, elle sera disponible dans tous les environnements sauf l'environnement de développement. Sur la même lancée des attributs, il y a l'attribut asMessage qui vient d'être rajouté, qui va aller de pair avec l'attribut asMessageHandler si vous utilisez le composant Symfony Messenger. Alors l'avantage de cet attribut, c'est que ça ne nous oblige plus à faire de la configuration de nos messages dans du YAML. On peut maintenant préciser le routing des messages directement au niveau de la classe. Avant, ce qu'on était obligé de faire, c'est de préciser la classe, ensuite de préciser le transport qui sera utilisé par Messenger. Alors, une autre façon de faire, c'est de définir une interface et par exemple async message et faire en sorte que tous vos messages étendent de cette interface-là et cette interface justement utilisera le transport async. Avec l'attribut asMessage, vous pouvez directement préciser sur vos messages quel transport sera utilisé. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez préciser un tableau de transport, par exemple async et audit. Côté formulaire, il y a le Lazy Choice Loader qui a été rajouté. Alors, je suis très sûr que vous avez déjà eu besoin de lister des entités dans un champ Select. Avec Symfony UX, on nous a introduit à UX Autocomplete, sauf que la première requête SQL s'effectuait toujours, même quand il n'était pas nécessaire de charger les entités. Sur des petites applications, ça ne posera pas problème, mais lorsque votre application commence à grandir et que vous avez des entités qui sont énormes, ça peut poser un problème de performance. Voilà pourquoi maintenant, il sera possible de préciser l'option Choice Lazy et en combinaison avec le UX Autocomplete, vous aurez un gain de performance parce que les entités ne seront pas chargées. Donc, il n'y aura pas de requête SQL avant que l'utilisateur essaye justement de sélectionner une entité. Voilà pour les fonctionnalités majeures. Prenons les fonctionnalités que je considère comme mineures, qui ne touchent pas tous les utilisateurs de Symfony. Vous avez des nouvelles constraintes, week, word count et YAML. Si jamais vous voulez préciser ou contraindre l'utilisateur à sélectionner des semaines, supposons que vous avez un cours en ligne qui se fait la première semaine de l'année 2022 jusqu'à la 20e semaine, il est maintenant possible de préciser cette contrainte-là pour se rassurer que l'utilisateur note ou renseigne la bonne information. Word count, vous pouvez compter le nombre des mots. Ce n'est pas le nombre de caractères en soi, mais c'est le nombre des mots. Ici, par exemple, je voudrais avoir des contenus qui sont entre 100 et 200 mots. Si vous créez une application pour un lycée et s'ils ont des dissertes à déposer, je pense que ça sera quelque chose que vous allez utiliser. Une autre contrainte, la contrainte YAML, je ne sais pas s'il y a des cas d'utilisation, mais si vos utilisateurs, d'une certaine manière, vous fournissent du YAML et que vous voulez valider que la syntaxe est correcte, vous pouvez maintenant utiliser la contrainte YAML et vous avez différentes options qui vous permettent de contrôler comment la vérification se fait. Sur la même lancée que les contraintes, la contrainte Compound qui vous permet de mettre ensemble plusieurs contraintes et créer en fait une nouvelle contrainte qui est la combinaison de toutes les contraintes que vous avez précisées, a des nouvelles améliorations, plutôt une amélioration au niveau de la testabilité. Ici, il y a un exemple. Vous pouvez avoir une contrainte Match Password Policy qui étend de Compound et vous voyez, on précise attribut là pour que cette classe-là soit considérée comme un attribut qu'on peut préciser un peu plus tard dans notre application. Et on peut ici préciser les différentes contraintes qu'il faudra prendre en séquence pour avoir cette policy. Mais c'était un peu compliqué de tester cette classe-là.
Avec les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez facilement tester cette classe et vous attendre qu'en fonction de la valeur que vous allez passer lorsque vous faites vos tests, qu'un message en particulier d'une contrainte en particulier soit rendu. Et là, ça vous permet de tester très facilement ces comportements-là. Sur le composant Expression Language, il y a des nouveaux opérateurs qui ont été rajoutés. Si vous faites des bitewise operators, ce n'était pas supporté avant, des XOR par exemple, ça a été rajouté et c'est plutôt bien supporté maintenant. Vous avez par exemple l'exemple du XOR qui va maintenant fonctionner. Il est possible d'étendre le comportement du composant Expression Language en précisant vos providers d'expression. Avant, ça se faisait avec un tableau, ce qui était plutôt compliqué à gérer. Maintenant, vous pouvez le faire avec des tags itérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffira donc de préciser un tag sur toutes vos classes providers et les fonctionnalités de vos providers seront directement disponibles dans l'Expression Language. Enfin, le support des commentaires dans nos expressions pour pouvoir expliquer un peu de quoi il s'agit. Ça peut être intéressant, surtout si vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas forcément des devs et qui doivent préciser des règles métiers avec ce composant Expression Language justement. Autre fonctionnalité, il arrive parfois que vous ayez besoin de configurer plusieurs instances d'un serializer, mais avec des contextes différents. Avant, c'était compliqué de le faire et aujourd'hui, vous pouvez nommer vos serializers. Ici, il y a un exemple. Vous pouvez avoir un serializer API Client 1 qui va avoir une configuration totalement différente d'un serializer, j'y arrive, API Client 2. Et dans votre classe, utilisez l'attribut target suivi du nom que vous avez défini juste avant. Petite particularité, ici, on passe de snake case à camel case. L'autre moyen de le faire, c'est de nommer la variable en suivant la même convention. Donc, API Client 1, Serializer et Symfony, du moins le container d'injection de dépendance, va savoir que c'est une instance de la Serializer interface qui a ce nom-là et il va donc charger le name Serializer que vous avez précisé ici. Nouvelle fonctionnalité sur les translations que vous allez peut-être ajouter dans vos pipelines, c'est le linter pour la translation. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur Symfony, il est déjà possible de linter, de vérifier la syntaxe et de se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur dans les fichiers YAML, dans votre container d'injection de dépendance, dans vos fichiers vus. Et maintenant, il sera possible de faire la même chose pour vos fichiers de traduction, donc les translations, si vous utilisez le format XELIF. Voilà. Les améliorations sur le composant string, une nouvelle fonction kebab qui a été rajoutée, qui va convertir une chaîne de caractères d'un format vers du kebab case. C'est très différent de Slugify, même si le format est pareil, mais vous avez la particularité de tenir compte d'un format existant. Par exemple, ici, Symfony is Great, qui est en camel case, peut passer en kebab case automatiquement sans se casser beaucoup la tête. Si vous essayez de slugifier cette chaîne de caractères-là, ça restera en un seul bloc. Avec Kebab, vous avez vraiment la possibilité de quitter le format de nommage vers un autre. Une nouvelle fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est le mode de trinket. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça se dit en français. Avant, si vous précisez une chaîne de caractères et la taille de cette chaîne de caractères, on pouvait couper un mot. Maintenant, vous pouvez préciser false et ça va tenir compte du dernier mot. Et vous avez comme ça différents modes. Vous pouvez tenir compte du dernier caractère, vous pouvez tenir compte du mot avant ou du mot après. Ça peut permettre comme ça d'avoir des chaînes raccourcies qui ont du sens et qui ne sont pas coupées en plein milieu. Et si vous êtes espagnol ou que vous utilisez de l'espagnol dans vos applications, il y a un nouveau Spanish Inflator qui permet tout simplement de mettre au pluriel ou au singulier certains mots. Évidemment, en tenant compte des particularités qu'il y a dans le langage. Dans cette nouvelle version, comme dans toutes les versions, il y a des nouvelles intégrations pour les mailers et les notifiers. Donc, ce sont des intégrations third party. Donc, si vous utilisez un de ces SaaS pour envoyer des mails, Mailchimp aussi, il y a le Webbook Support qui a été rajouté. Si vous utilisez des SaaS pour envoyer vos mails ou pour utiliser le composant notifier, il faut savoir qu'il y a ces intégrations qui ont été rajoutées.
Si vous développez de bundles, je pense que cette fonctionnalité va vous intéresser. Mais parfois, dans nos paramètres de configuration, on précise certaines clés qui ne doivent pas être vides. Et pour ce faire, il y a une nouvelle fonction qui a été introduite, paramètre container cannot be empty. Vous précisez le paramètre qui ne doit pas être vide. Et si ça n'a pas été précisé, justement, il y aura une erreur. Ça va beaucoup plus parler à ceux qui développent des bundles parce que dans nos applications en user lanes, on n'a pas très besoin de faire ce genre de manipulation-là. Pour le composant Messenger, il y a d'autres fonctionnalités. Il y a maintenant la possibilité de garder un message en vie pour qu'il ne puisse pas atteindre sa timeout. Donc, je vous laisserai lire la documentation parce que c'est un peu niche. Une amélioration DX sur le composant console. Il était déjà possible de préciser lorsqu'il y a un traitement qui se fait en cours et de préciser quel indicateur sera affiché lorsque la commande a fini, lorsque le traitement est arrivé à son terme. Maintenant, il est possible de préciser par vous-même quel indicateur vous voudriez. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser un emoji check pour marquer la fin du processus et c'est beaucoup plus visible pour les utilisateurs et ça améliore, je pense, l'expérience développeur. Donc voilà, s'il y a une erreur, vous pouvez rajouter cet emoji-là ou s'il y a un succès, vous pouvez toujours rajouter l'autre emoji check qui vous donne un feedback visuel très rapidement. Toujours sur la même lancée que la simplification, vous verrez que de plus en plus les applications Symfony se veulent être simplifiées en termes de configuration. Il était déjà possible de créer une application Symfony dans un seul fichier. Je sais, ce n'est pas le genre de fonctionnalité qu'on utilise, mais ça, c'est une application Symfony valide. Ça veut dire que vous avez une fonction pour enregistrer les bundles, vous avez une fonction qui configure le container d'injection des dépendances et vous avez une fonction qui va intercepter une requête. Avec la nouvelle version, il y a beaucoup de paramètres de configuration qui vont devenir optionnels. Par exemple, il ne sera plus nécessaire d'avoir un dossier config dans votre application si vous avez implémenté ou redéfini la méthode configure container. Il ne sera plus nécessaire d'avoir une fonction register bundle. Par défaut, elle prendra le bundle framework bundle. Et de manière générale, si votre application est simpliste et qu'elle n'utilise pas d'autres bundles, vous n'aurez pas besoin de préciser ça. Et sur les méthodes invocable, on peut maintenant injecter toutes sortes d'instances, ce qui vous permet d'avoir une classe kernel et qui est en fait une application Symfony valide. Ça peut être intéressant à tester si vous voulez faire des petites applications Uptime. C'est un peu l'exemple qu'on donne ici. Vous voulez rassurer que votre serveur est en vie, vous pouvez créer une simple petite application comme ça qui recevra une requête et qui va retourner peut-être un JSON pour signifier que voilà, l'application est en vie, le serveur est debout. Autre fonctionnalité, je vous ai parlé de linting sur les fichiers de traduction. Il y a maintenant la possibilité de checker si des variables d'environnement ont été définies lorsque vous faites un linting du container. Ça peut être intéressant de vous rassurer que vous déployez une application et que justement ces variables d'environnement ont été définies dans le fichier .env par défaut pour qu'il puisse être modifié en production. Vous pouvez aussi exporter ou visualiser les statistiques de Messenger sur différents formats. En JSON, par exemple, ça peut être intéressant pour des outils de visualisation parce que jusqu'à aujourd'hui, Symfony ne nous propose pas de UI pour voir tous les messages en cours. Il faut passer par cette commande-là et vous pouvez exporter ça en JSON pour visualiser avec d'autres outils. Vous pouvez faire la même chose pour les transports en particulier, async, sync, et voir les statistiques sur ces différents transports-là. Pour revenir sur le serializer, il est maintenant possible de serialiser toutes les classes qui vont étendre de datetime. Avant, c'était possible uniquement pour les objets de type datetime interface, datetime immutable et datetime. Et maintenant, toute classe qui implémente la datetime interface pourra être serialisée. Vous avez un snake case namer converter, donc on va passer du snake case à camel case, un peu comme ce qui a été introduit avec le composant string. Et vous avez des nouvelles contraintes pour la partie UID. Le composant webhook, si vous l'utilisez, il sera découplé du composant serializer. Donc, il ne sera plus nécessaire d'installer le serializer lorsque vous utilisez le webhook. Si le serializer n'est pas installé, on va utiliser la fonction JSON encode et JSON decode pour recevoir les payloads de vos webhooks.
Alors pour chuter avec cette vidéo, quelques améliorations par-ci par-là, la possibilité de rajouter un délai de réessai personnalisé. Vous avez l'opérateur, j'ai toujours du mal à prononcer ces mots-là, mais vous avez cet opérateur qui est maintenant supporté dans le composant Expression Language. Vous pouvez passer des attributs personnalisés dans vos passeports quand l'utilisateur se connecte. Ça peut être intéressant pour d'autres fonctionnalités ou pour des logiques métiers beaucoup plus avancées. Après, vous avez l'option Calendar qui sera rajoutée au type DateTime. Vous pouvez forcer la couleur de la sortie de votre console. Et fonctionnalité de PHP 8.4, il sera possible de dumper des propriétés virtuelles. Par exemple, ici, j'ai un first name et un last name. Je peux définir une propriété full name qui va tout simplement avoir un hook gets qui me retourne la combinaison de ces deux propriétés-là. Et maintenant, il est possible de dumper ces deux propriétés-là. Donc ici, vous pouvez voir que full name va aussi apparaître lorsque vous allez dumper votre classe. Il y a d'autres améliorations par-ci par-là que je vous laisserai regarder. C'est que je trouve plutôt intéressant. Lorsque vous voulez anonymiser une adresse IP, vous pouvez préciser combien de bytes vous voulez cacher. Sur une adresse IP de type V4, vous pouvez préciser que je voudrais anonymiser jusqu'à 3 bytes. Donc, ça vous donne juste les 3 premiers bytes. Je ne me rappelle plus trop de mon cours de réseau. Je sais que ça définit quoi déjà? À vous de me dire en commentaire. Sur les adresses IPv6, vous pouvez aussi préciser le nombre de bytes que vous voulez retirer. Plus vous retirez des bytes, évidemment, moins vous avez de précision. Donc voilà tout pour les nouvelles fonctionnalités en Symfony 7.2. Évidemment, il y en a beaucoup, je ne peux pas tout couvrir, sinon la vidéo, elle prendrait beaucoup de temps. Dites-moi en commentaire quelle est votre fonctionnalité préférée et moi, je vous dis à la prochaine.